notre position est que ce sont des partenaires potentiels. La preuve, la dynamique pour la majorité du peuple, dès sa mise en place, a entamé des discussions bilatérales avec presque tous les partis politiques qui ont organisé récemment leur congrès et d'autres qui étaient déjà en règle et n'avaient pas besoin de congrès. Et nous avons échangé avec eux pour voir dans quelle mesure nous pourrions travailler ensemble. Alors, si tant est qu'ils partagent notre vision politique. Alors, madame, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, ce partenariat-là qu'à chaque fois la CDPA essaie quand même d'avoir avec des partis politiques, est-ce que ces partenariats-là portent également leurs fruits selon vous? Ben, écoutez, ce qu'on recherche, c'est agir ensemble, c'est avoir une unité d'action et c'est constituer une union de l'opposition pour pouvoir arriver à atteindre nos objectifs. Mais l'union en elle-même est un combat. Ce n'est pas facile, c'est tout un défi. Mais nous continuons de penser que ce n'est pas parce que c'est difficile de travailler ensemble que nous devons refuser de travailler ensemble, si c'est l'intérêt national qui l'exige. Et donc, nous sommes ouverts avec ceux qui ne sont pas encore dans la dynamique pour la majorité du peuple et prêts à discuter à tout moment. Voilà. Alors, madame, vous parlez tantôt de partis politiques partageant la même vision que vous. Alors là, je crois que la population togolaise est intriguée et aimerait savoir quelle est la vision de la CDPA. Eh bien, la vision dont je parle, c'est une vision qui est partagée par la dynamique pour la majorité du peuple que je coordonne. Vous savez que depuis la dernière élection présidentielle de 2020, nous avons engagé un combat. Le combat pour l'alternance, pour laquelle les Togolais ont encore voté à cette occasion-là. Et je dois dire, si vous connaissez bien l'histoire du Togo, vous savez que les Togolais ont toujours saisi l'opportunité des élections, et plus précisément présidentielles, pour dire nous voulons être dirigés autrement. Nous voulons d'autres personnes pour nous diriger. Malheureusement, parce que nous ne sommes pas en démocratie, parce que ceux qui sont en face n'adhèrent pas à cette exigence-là de démocratie, ils font tout pour que, à l'issue de ces élections-là, eh bien, ce soit le statu quo. On dit, c'est pour ça que souvent, les Togolais ont l'impression que, ils sont convaincus, pas une impression, ils sont convaincus que le scrutin est truqué, les résultats qui sont donnés, qui sont proclamés, ne correspondent pas à ce qu'ils ont voté. Et donc, en 2020, nous avons dit, on ne laissera pas passer. Il faut absolument récupérer la victoire des Togolais et faire en sorte que l'alternance pour laquelle ils ont encore voté une fois soit concrétisée. C'est l'objectif que nous nous sommes donné à la DMK, et nous avons dit, la DMK, c'est-à-dire la coalition dans laquelle nous étions au début, et nous avons dit dans notre acte fondateur que au-delà de l'élection présidentielle de 2020, nous chercherions par tous les moyens à récupérer cette victoire-là. Quand je dis par tous les moyens, ça veut dire, comprenez que ça veut dire tous les moyens légaux.
Justement. évidemment. Très important. Et donc, la DMP s'est constituée pour saisir l'opportunité des futures élections législatives pour concrétiser l'alternance à laquelle les Togolais aspirent fortement. Voilà. Alors, et relativement aux différentes initiatives et positions qui, depuis quelques temps, semblent diviser l'opposition togolaise, madame, quelle est votre appréhension? En réalité, on ne comprend pas cette division de l'opposition. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons pris nos responsabilités. Vous constaterez en ce qui concerne la DMP, en ce qui concerne la DMP, nous avons pris nos responsabilités. Nous étions 7 partis à la DMK, 5 sont partis et les organisations de la société civile, 6 d'entre elles sont également parties, ce qui fait que nous constituons 11 entités à ce jour au sein de la DMP. Et en réalité, nous ne comprenons pas pourquoi les autres partis n'adhèrent pas à notre vision, parce qu'ils sont censés œuvrer pour la démocratie. justement. Et nous ne les comprenons pas, surtout que je vous ai parlé de discussions bilatérales que nous avons eues. Tout à fait, madame. Ces discussions ont eu lieu sur la base d'une plateforme de revendication que nous avons adoptée et qui est constituée de conditions politiques pour qu'il y ait des élections apaisées, c'est-à-dire d'un côté la libération des détenus politiques et ensuite le retour des exilés. Nous sommes l'un des pays ayant le plus d'exilés politiques. Et si on commençait à faire la liste, eh bien, on n'en finirait pas. Et en ce qui concerne les détenus politiques, nous en avons environ 115 à ce jour. Et donc, ce sont des sujets qui préoccupent hautement les Togolais. Et nous avons dit, c'est le minimum qu'il faut demander. Et il faut que le régime pose cet acte-là comme gage de bonne volonté et pour aller vers l'apaisement. En dehors de ces conditions politiques, nous avons pensé que le minimum qu'on puisse demander pour l'organisation de ces élections, c'est qu'elles se tiennent dans des conditions de transparence. Alors, sur ce plan, on a constaté que nous avons une CENI qui a été mise en place et qui n'est pas représentative des forces politiques. Vous permettez, je pense que ma collègue voudrait quand même savoir votre position par rapport à toutes ces initiatives-là qui semblent aujourd'hui... Oui, je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que ma démarche, c'est d'énumérer rapidement les points de cette plateforme pour vous montrer qu'en réalité, on ne comprend pas qu'un parti politique d'opposition n'adhère pas à cette plateforme et donc, normalement, on devrait travailler ensemble. Donc, à part la question de la CENI, il y a la question de la Cour constitutionnelle aussi, qui intervient dans la proclamation des résultats. Il y a le découpage électoral, qui est un découpage électoral qui en tout cas, inégal. Qui introduit de fortes inégalités entre les populations. Il y a la proclamation des résultats qu'on voudrait bureau de vote, pas bureau de vote, parce que
les élections ont toujours été contestées au Togo, sauf en 1994. Alors voilà l'essentiel des points, je pense. Il y a la question de... oui, bon, je me limiterai à cela. Vous voyez très bien que c'est des conditions qui sont raisonnables. Et donc, ça devrait, c'est un minimum qui devrait réunir les partis politiques. Et en réalité, aucun d'eux n'a dit « Oh, vous exagérez ». Vous exagérez, pour ce point-là, on ne veut pas. Bon, c'est vrai que certains ont pensé que ce régime est tellement dur que ce n'est plus la peine de se battre. Ne vous battez pas parce que vous n'obtiendrez rien du tout. Vous voyez déjà que, bon, on n'est pas ensemble parce qu'on n'épouse pas la même vision. Voilà. Et notre vision, elle est traduite dans cette plateforme-là de revendication, parce que nous estimons que si ces conditions sont réunies, eh bien, on peut, étant donné que les conditions acceptables sont relatives, nous pensons que c'est quand même le minimum pour réunir tout le monde et gagner ces élections. Alors, madame, est-ce que le fait aujourd'hui que certains partis politiques ne se retrouvent pas forcément dans votre vision, est-ce que cela pousse aujourd'hui la DMP à remettre en cause l'engagement de ces partis-là? Non, pourquoi? Il ne nous appartient pas de remettre en cause l'engagement de qui que ce soit. C'est le peuple qui est juge. C'est le peuple qui se prononcera le moment venu. Mais nous croyons tout simplement qu'il vaudrait mieux qu'ensemble, d'une même voix, que nous défendions ces conditions-là qui constituent vraiment le minimum pour qu'on puisse se dire, OK, allons-y. Alors, Madame Brigitte Adjamangbo, vous avez eu à évoquer le cas de la DMK et de la DMP dans votre développement tout à l'heure. On voudrait quand même que vous nous situiez un peu plus précisément par rapport à cette évolution de la DMK à la DMP. Vous avez suivi l'actualité du mois d'avril. Hein? Oui, peut-être pas le citoyen lambda. Bon, alors... Je pense que fondamentalement, c'est juste une question de stratégie. Nous pensons que, comme je l'ai dit tantôt en me référant à l'acte fondateur de la DMK, et surtout à l'article 3 qui précise que, étant à la recherche de l'alternance pour laquelle les Togolais ont voté en 2020, nous utilisons tous les moyens, nous saisirons toutes les opportunités pour concrétiser cette alternance. Eh bien, pour nous, à la DMP, nous pensons que les élections législatives à venir constituent une opportunité pour faire en sorte que nous puissions rattraper ce qui a été perdu au niveau de l'élection présidentielle et pour lequel nous nous battons. Malheureusement, Monseigneur Poudro, qui est l'autorité morale ayant parrainé la DMK, n'a pas voulu s'associer à ces élections. Et donc, Monseigneur nous a dit, je ne suis pas du tout d'accord avec vous et je ne voudrais pas que vous utilisiez mon nom pour aller aux élections. Nous l'avons compris, c'est une autorité que nous respectons beaucoup. Nous reconnaissons tout ce qu'il a eu à faire, sacrifice, mais nous pensons qu'il ne faut pas laisser passer cette opportunité. On est dans un combat, il ne faut rien laisser de côté, saisir toutes les opportunités. Et nous sommes confiants. Je pense que les Togolais nous ont compris. Ils nous ont compris, on a vu leur réaction
à la création de l'ADMP et ils nous ont dit allez de l'avant. La tâche ne sera pas aisée, mais avec le soutien des Togolais qui sont prêts à se battre, qui sont eux aussi dans l'état d'esprit de tout faire pour obtenir l'alternance, je pense que nous y parviendrons. Et moi, je vois des indicateurs qui me font penser que ensemble et avec les Togolais, s'ils prennent leurs responsabilités comme ils s'y préparent, eh bien, nous atteindrons notre objectif. Alors, ils savent de plus en plus que, à l'occasion, d'abord, il faut qu'ils se battent et que, à l'occasion des futures échéances électorales, ils ne doivent pas se contenter d'être des spectateurs. Ils doivent jouer leur rôle de citoyens, exercer une vigilance citoyenne tout le long du processus et jusqu'à ce que des résultats crédibles qui reflètent la réalité soient proclamés. Madame Adjamagou Johnson, vous avez parlé tantôt des indicateurs que vous êtes en train d'observer. Est-ce qu'on peut avoir une certaine idée par rapport à ces indicateurs aujourd'hui qui vous poussent à être assez optimiste? Mais moi, mes indicateurs, c'est à travers non seulement le contact avec les Togolais, mais aussi à travers leur réaction sur les médias que je les prends. Et on voit bien dans les émissions interactives, quand ils interviennent, en tout cas au début de la DMP, on a vu la réaction des Togolais. Et sur les plateformes, on voit bien les commentaires qu'ils font, on voit comment il y a des citoyens et des citoyennes qui créent des plateformes pour s'auto-éduquer et éduquer tous les Togolais sur toute l'étendue du territoire. Et voyez vous-même, depuis que ce recensement a commencé, ce recensement électoral a commencé dans la zone 1 comme dans la zone 2, voyez la mobilisation des Togolais qui se sont réveillés d'un coup et qui ont tout fait pour obtenir leur carte d'électeur et, le moment venu, jouer leur rôle de citoyen. Pour moi, il n'y a pas de doute. Quand on a vu cette affluence-là, c'est vrai que certains observateurs qui sont incrédules disent non, ils vont chercher ces cartes pour bénéficier des projets Novici futurs, etc. Mais attendez, voyez, on a vu le profil des gens qui se sont battus pour obtenir leur carte d'électeur. On ne va pas dire que tout ce monde-là attend Novici. Et qu'ils ont été motivés par l'éventualité de pouvoir bénéficier de ce programme, ce qui est hypothétique d'ailleurs. De 1992 à ce jour, Madame Adjamagou Johnson, quel bilan faites-vous de l'évolution démocratique togolaise? Je dirais que nous avons du pain sur la planche encore. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Même s'il y a eu des avancées, on a vu comment très rapidement le régime en face s'est systématiquement employé à récupérer un certain nombre d'acquis. Je me souviens de l'enthousiasme avec lequel nous avions accueilli la victoire, les victoires du début qui ont consisté en la libéralisation du droit d'association, la liberté d'association, la charte des partis
la charte des partis politiques, la décision de tenir une conférence nationale. Et cette conférence a eu lieu, bon, malgré toutes les difficultés qu'il y a eu. On sentait, il y avait déjà des signes précurseurs dans la salle que la suite du processus serait difficile, et ça n'a pas loupé. C'est lorsque le gouvernement de transition et le Parlement de transition, le HCR, ont commencé à avoir des difficultés que certains Togolais ont compris que, bon, le combat n'était pas gagné, et il y a eu des coups de boutoir que le gouvernement de transition comme le HCR ont reçu. Et on a encore en mémoire l'attaque de la primature, un certain 31 décembre 1991. Et à partir de là, le régime a systématiquement, par la force, par la ruse, avec le soutien de l'armée, essayé de récupérer tous les acquis. De telle sorte qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes là. Il y a une télévision privée. On peut dire que c'est une avancée. Mais faites attention à vous, hein, parce que vous savez le risque que vous et moi, hein, vous savez le risque que nous courons. Et donc, on a encore du chemin en ce qui concerne les libertés fondamentales. Hein, aujourd'hui, ce n'est pas évident. On ne peut pas dire que ce soit un acquis. Et le plus gros problème, c'est cette alternance-là qu'on refuse systématiquement aux Togolais. Alors, selon vous, madame, le bilan n'est pas satisfaisant? Non, on ne peut pas se satisfaire de ce bilan. À la limite, on peut se dire, bon, c'est vrai, il y a des journaux qui s'expriment. Mais tenez, par exemple, la liberté, les libertés politiques, les libertés publiques. Aujourd'hui, la liberté de manifestation, elle est confisquée. Elle est confisquée, et pourtant, ça fait partie du b.a.-ba de la démocratie. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en démocratie quand les citoyens n'ont pas le droit de manifester sous diverses formes. Donc, c'est un bilan, moi je ne dirais pas que c'est un échec, mais je dirais que à partir du peu d'acquis que nous avons, il est impératif que nous avancions et qu'on installe véritablement le Togo sur les rails de la démocratie dans l'intérêt de tous les Togolais. Alors, madame, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un petit souci si ces acquis-là n'ont pas pu être sauvegardés? Oui, il y a un souci, ça ne nous plaît pas. Et c'est pour ça que nous continuons à nous battre. Est-ce que vous êtes arrivé à trouver le souci là où il se trouve en réalité? Mais d'abord, je voudrais vous dire que la démocratie est une quête de tous les jours. La conquête des droits. Eh bien, quand on a des droits, faut pas dormir sur ses lauriers. Il faut rester vigilant pour que on ne vous les arrache pas. Alors, dans votre question, j'ai comme l'impression que vous voulez m'amener à dire à qui la faute. Il y a un souci, il y a un souci. Moi, je dirais que le premier responsable de cette situation-là, c'est le régime qui régente notre pays depuis bientôt 60 ans et qui n'entend pas que les Togolais puissent être dirigés de manière démocratique. Pourtant, le premier responsable de ce pays est le premier invité
à se présenter à toutes les cérémonies d'investiture de présidents élus et qui réalisent une alternance. On se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce paradoxe-là? Madame Sandis, pendant que vous êtes prêts à célébrer les élections d'autres acteurs politiques à l'étranger, eh bien, chez vous, vous faites tout pour qu'il n'y ait pas d'alternance, que personne d'autre que vous Madame, ne si soit vous permettez, élu. on pourrait revenir sur ce sujet un peu plus tard. Je pense que ma collègue pourrait... Justement, madame, si vous me permettez, revenons à l'actualité de ces derniers temps. Voilà, d'ici quelques mois, le Togo devrait renouer avec les élections régionales et législatives. Êtes-vous prêt, madame? Nous nous battons. Nous nous battons. Pour prendre part à ces élections. Et on nous trouvera. On nous trouvera parce que je sais qu'on ne veut pas que nous soyons au rendez-vous, mais c'est dommage. La DMP sera présente aux élections législatives et celles régionales. Bien sûr, nous travaillons à ça. Nous travaillons à ça et nous y serons. Et avec le peuple. Avec le peuple. Voilà. Et pour le peuple. Et pour le peuple, voilà. Alors, est-ce que vous pensez que les conditions soient aujourd'hui réunies pour des élections réussies, Madame Adjamagbo? C'est pour ça que nous nous battons. La plateforme de revendication dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un outil que nous utilisons pour nous battre et faire en sorte que les revendications-là soient satisfaites. Et c'est une plateforme avec laquelle nous avons saisi déjà un certain nombre d'acteurs. D'ailleurs, le chef de l'État a été saisi, on lui a écrit pour lui transmettre la plateforme et lui demander de bien vouloir faire prendre des dispositions pour que ces exigences-là puissent être satisfaites. Nous avons saisi un certain nombre d'acteurs qui sont des partenaires du Togo et qui interviennent dans le processus électoral, et nous avons discuté avec eux pour leur expliquer les enjeux, les sensibiliser sur le fait que ce minimum-là que nous demandons, eh bien, en tant que partenaire du Togo, partageant les mêmes valeurs de démocratie qui supposent des élections libres, transparentes et démocratiques, eh bien, il faut qu'ils interviennent. Alors, madame, bien avant le début des opérations d'enrôlement, vous avez eu à mettre en place un certain nombre de contacts sur lesquels vous aviez quand même incité les citoyens à réagir. C'était quoi la motivation derrière cette initiative-là? Eh bien, la motivation, c'est de nous assurer que le recensement se déroule dans des conditions qui permettent de sortir avec un fichier électoral crédible, parce que le fichier électoral est la base de tout processus électoral, et les fraudes commencent déjà à ce stade. C'est pour ça que pour nous, il était important non seulement que les Togolais et les Togolaises se mobilisent pour aller se faire enrôler, mais que, ce faisant, ils exercent une vigilance, qu'ils ne se comportent pas en spectateurs et qu'ils dénoncent tout ce qu'il y aurait éventuellement comme dysfonctionnement, comme tentative de fraude et tout. Et je dois dire que les Togolais ont bien joué leur rôle. Et nous avons reçu des cas de dénonciation que nous avons mentionnés dans les communiqués successifs que nous avons dénoncés. Oui. Nous avons rencontré, à part ça, nous avons rencontré la CENI
le président de la CENI et ses collaborateurs, pour leur dire de vive voix ce que nous avions observé et faire en sorte que ça soit corrigé. Et je veux redire ici que le sujet qui nous tient à cœur, c'est la reprise de ce recensement dans la zone 1, où beaucoup de concitoyens ont été laissés sur le carreau, et il faut absolument que la CENI comprenne qu'elle doit revenir dans la zone 1. Alors l'explication qu'on nous a donnée, c'est que ils ont l'impression que on a déjà enrôlé beaucoup de monde, et que ils n'ont pas l'air de comprendre qu'il y ait tant de personnes qui n'aient pas pu avoir accès à leur carte. Et finalement, nous leur avons expliqué que ce qui compte, c'est la réalité. Nous, on ne veut pas savoir ce raisonnement qui consiste à dire nous avons déjà enregistré plus d'1,7 million et quelques électeurs uniquement à Lomé, dans la région maritime, et donc par rapport aux normes, ça paraît suffisant. On a dit non. Ce qui importe, c'est la réalité. Et cette réalité, c'est qu'il y a des Togolais qui n'ont pas pu exercer leurs droits. Et on ne peut pas les en empêcher. Et nous avons pu leur démontrer que les opérations ont été arrêtées à un moment où l'opération d'enrôlement était à un pic, alors que normalement, il aurait fallu attendre que le chiffre décroît progressivement, pour conclure que, bon, c'est fini, effectivement, on a enregistré le maximum, il y a plus grand monde. Mais vous arrêtez au moment où les chiffres étaient au summum. Il y avait un plateau. Ça veut dire qu'il y a encore des gens à enregistrer. Et donc, nous sommes là, nous restons vigilants, nous continuerons à nous battre pour qu'ils reviennent dans la zone 1. Voilà. Et nous suivrons tout le processus, parce qu'à la fin de ce recensement, les listes seront affichées et nous entendons appeler les Togolais à continuer à exercer leur vigilance. Il faut aller voir, parce que vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment, où on affiche des listes et on retrouve des noms de personnes décédées depuis plus de 100 ans. Vous comprenez qu'on a encore du travail, on a du pain sur la planche. Merci beaucoup, madame, pour ces précisions. Donc, vous continuez par vous battre pour la réussite de ces élections-là. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Avec les Togolais. Alors, madame, sur un plan beaucoup plus large, beaucoup attribuent les tensions sociopolitiques observées ici et là en Afrique, et plus spécifiquement en Afrique subsaharienne, à l'absence d'une véritable culture démocratique chez les élites et politiques africains. Quelle analyse faites-vous, madame? Non, c'est sûr que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, d'abord montre que les peuples africains supportent de moins en moins de vivre sous des dictatures, avec des dirigeants qui ne s'occupent pas de leurs intérêts, mais qui sont là pour servir des intérêts étrangers, des dirigeants qui ne sont pas libres de prendre des décisions qui arrangent leur peuple. Et c'est ce qui explique cette révolte-là. Et nous pensons que les élites ont une responsabilité. Oui, les élites au pouvoir ne peuvent pas se dédouaner
en se disant, bon, c'est le système, surtout dans le cas des pays qui sont des anciennes colonies françaises, où on a l'impression que c'est un système, ce système-là baptisé France-Afrique, les arrange beaucoup. En tout cas, ces élites-là s'en accommodent dans la mesure où elles trouvent leur compte et ne pensent pas suffisamment aux populations alors qu'elles sont censées veiller sur leurs intérêts. Donc, quand dans une maison, vous êtes maltraité par vos parents, c'est à eux que vous devez vous en prendre d'abord. C'est leur responsabilité. Ensuite, maintenant, la responsabilité de ceux qui, de l'extérieur, veulent les influencer au profit de leur peuple à eux. Alors que la coopération entre pays est un outil, un instrument qui est là pour servir les intérêts réciproques des pays, aider les pays à se développer. Alors, Madame Adjamabou Johnson, est-ce que vous ne pensez pas que, parlant de cette relation France-Afrique, le cas Mali et Burkina reste des cas particuliers? Non, ce qui se passe au Mali et au Burkina est très intéressant. On retrouve la situation qui est combattue dans ces pays-là, dans d'autres pays. Et ce n'est pas pour rien que le Mali et le Burkina sont fortement soutenus par tous les peuples africains, parce que si cette expérience-là réussit, eh bien, ça va constituer un levain qui va faire lever la pâte partout ailleurs. Et donc, on soutient. Je ne connais pas d'Africains qui dans son cœur, ne soutiennent pas le combat qui est mené dans ces pays. Alors, Madame, parlons justement toujours de la sous-région. Aujourd'hui, il y a des pays en fait qui essaient de divorcer avec la France, alors qu'au même moment, les pays de la sous-région ouest-africaine doivent quand même rester ensemble pour pouvoir faire face à la menace terroriste. Est-ce que cette division-là entre certains pays africains de la sous-région et la France, et cette collaboration entre certains pays de la sous-région et la France ne vient pas compromettre la coopération sous-régionale face à la menace terroriste? Moi, je pense qu'il y a une grande irresponsabilité au niveau des dirigeants africains, et surtout de la sous-région. Bon, on a appris récemment qu'il y a une délégation africaine qui veut initier une médiation en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Bon, d'un certain point de vue, j'ai eu des interlocuteurs qui m'ont dit « Ah, c'est le signe que la voix de l'Afrique porte de plus en plus. » Je dis « Peut-être, mais avant d'aller jouer les médiateurs dans ce conflit-là qui se déroule en Europe, qu'est-ce qu'ils font? Des conflits en Afrique. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà ce que traverse le Sénégal depuis un certain nombre de jours. À quoi on a assisté? Juste à un communiqué pour demander que la paix revienne. Ça suffit. C'est ça qu'il faut. La délégation qu'on s'apprêtait à envoyer en Ukraine, on ne peut pas l'envoyer au Sénégal pour aller éteindre le feu et faire en sorte que les valeurs de démocratie, qui sont des valeurs fondamentales, inscrites dans la charte de l'Union africaine, prévalent. C'est là où on est bien obligé de reconnaître qu'il y a une irresponsabilité. Ils sont dans une posture, nos dirigeants, où ils aiment bien se faire mener par la baguette. Ils aiment bien parce qu'on a comme l'impression que le seul fait d'être à la tête des pays leur suffit. Et on sait
que la préoccupation de tous dans ce vent-là qui souffle en Afrique de l'Ouest et dans les autres régions, c'est justement que cette pierre-là, qu'elle ne me tombe pas sur la tête. Voilà, chacun protège son petit pouvoir, essaye de gérer au mieux et n'a pas le souci d'aller faire en sorte que dans une certaine union, les pays qui font face à une guerre qu'on leur a imposée, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, le terrorisme. C'est quelque chose qui est imposé à ces pays-là du Sahel, mais pas le moindre, on n'a pas vu le moindre sentiment de solidarité et le moindre geste de solidarité vis-à-vis de ces pays. C'est ça qu'ils ne sont pas crédibles, en réalité. Madame, vous dites, et il faut que ces dirigeants-là changent. Madame, vous dites que le terrorisme a été imposé aux pays de l'Afrique subsaharienne. Bien sûr. Expliquez-nous un tout Expliquez-nous un tout petit peu, on sait comment ça a commencé. Vous avez vu comment ça a commencé avec la Libye et comment, à partir de l'éclatement de la Libye, les gens ont eu accès aux armes et tout, et étaient en position, en mission. Voyez-vous, on peut même penser qu'ils sont en mission. On a comme l'impression que ces conflits sont soutenus, hein, pour déstabiliser des pays dont les dirigeants sont perçus comme étant récalcitrants. Hein. Vous voulez pas nous écouter, ben vous allez voir ce que vous allez voir. Des conflits terroristes soutenus. Oui, bien sûr. On le sait. On le sait. Comment ces terroristes-là arrivent à s'armer? Est-ce que l'Afrique fabrique des armes? Où trouvent-ils de l'argent? Ou comment font-ils pour avoir accès à des informations? Ils sont forcément soutenus. Bien. Et personne n'est dupe. Alors, Madame, revenons au cas du Sénégal aujourd'hui. Quelle issue, selon vous, pour le Sénégal aujourd'hui? Eh bien, nous d'abord, je voudrais exprimer notre solidarité avec le peuple sénégalais qui se bat avec beaucoup de courage et espérer que ce conflit se termine et permette au Sénégal de conserver comment dirais-je, sa tradition de démocratie. C'est un pays qui jusqu'ici a été considéré comme ceux qui sont au moins des modèles, un exemple de démocratie. Et c'est dommage, personne n'aurait soupçonné que le Sénégal arriverait au stade où il est. Et celui qui déraille, qui est l'actuel responsable, le premier responsable du pays, il faut absolument le ramener à la raison ou le faire partir, parce qu'on ne peut pas sacrifier tout un peuple pour des ambitions personnelles. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dans ce processus de vouloir faire partie qu'aujourd'hui il y a tous ces émeutes, tous ces affrontements et qui conduisent à des décès? Oui. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On ne fait pas d'omelette. C'est dommage. Personne ne souhaite ces morts. Et c'est la responsabilité de ceux qui résistent au peuple, ceux qui veulent passer outre la Constitution. C'est un monsieur qui a accédé au pouvoir, je veux parler de Macky Sall, suite à un combat contre son prédécesseur qui voulait faire la même chose. Alors, les gens se sont sacrifiés pour qu'il arrive là où il est. Et puis, eh ben, il vient, parce que le moment de partir arrive, il dit non, je ne compte pas partir. C'est pas normal. Mais madame, jusque-là, Macky Sall ne s'est pas encore officiellement prononcé sur un troisième mandat. Oui, c'est là où il joue à un jeu malsain.
il faut qu'il se prononce. Maintenant, là, il est au pied du mur. Et je me demande même si ça peut servir encore à quelque chose. Est-ce que le mal n'est pas déjà fait? C'est-à-dire, on est fondé de se demander s'il va pouvoir terminer son mandat d'une année encore. Ce n'est pas normal. Il a poussé le bouchon trop loin. Bien, madame. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin de cet entretien, madame. Quel est votre mot de fin? Eh bien, le mot de fin, vous me permettrez de m'adresser encore à mes chers compatriotes avec lesquels nous sommes dans le combat. Ce sera d'abord pour les populations de la zone 3, dans laquelle le recensement va commencer lundi prochain. Je voudrais les exhorter à exercer la même vigilance, à sortir massivement pour obtenir leur carte d'électeur. Je sais que là-bas aussi, malgré ce que prétend le régime, ils aspirent, comme tous les autres Togolais, à l'alternance, et ils comprennent bien qu'il y a une opportunité à saisir. Donc, je leur dis, haut les cœurs, organisez-vous, allez vous faire enregistrer, dénoncer tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement et fraude. Et à tous les Togolais, je dis, le combat ne fait que commencer, en tout cas dans cette nouvelle étape-là, et c'est ensemble que nous allons le mener. Plus que jamais, ce qui fera la différence à cette étape du combat, c'est la participation active des Togolais. À tout moment, surtout quand les élections seront arrivées, personne ne devrait se comporter en spectateur. Chacun doit se dire, on a besoin de moi. Je dois agir pour que ce processus-là se déroule de manière transparente et que nous ayons enfin l'alternance à laquelle nous aspirons. Merci à vous, Madame Brigitte Adjamagbo-Johnson. C'était le premier numéro de cette politique. Nous étions avec Madame Kafui Brigitte Adjamagbo-Johnson, secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, coordinatrice de la dynamique pour la majorité du peuple. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de cette politique. D'ici là, portez-vous bien.